dispositif pour tout le monde, il est simple. On écoute votre conférence et après ça, on aura à la toute fin une vingtaine de minutes pour discuter entre nous, poser des questions, commentaires, ainsi de suite. Alors, la professeure Papy, elle est sociologue de formation. Ses objets de recherche sont vraiment les interactions en ligne, les logiques d'usage des technologies, l'accompagnement dans l'apprentissage et le développement de dispositifs de formation hybrides ou à distance. Alors, dès maintenant, à nouveau, merci d'être là et on vous laisse la parole pour une conférence qui porte sur de la nécessité d'une cohérence instrumentale dans les pratiques enseignantes avec les technologies. Merci d'être là et à vous la parole. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, c'est vraiment très sympathique. Donc, je vais vous parler effectivement de quelques recherches que j'ai pu mener par le passé pour orienter finalement tout le discours sur un point qui va surgir, qui est celui de la cohérence instrumentale. Donc, de façon assez simple, comme c'est l'heure du midi, j'ai essayé d'orienter les choses assez simplement en quatre points qui vont apparaître successivement, où on va parler donc de l'intégration des technologies, de l'information et de la communication, ou bien pourrait-on dire du numérique aujourd'hui dans l'ensemble des domaines de la vie. On va se pencher plus particulièrement au niveau théorique sur la question des usages sociaux, venir sur quelques cas d'observation. J'en ai pris 2 parmi les recherches que j'ai pu mener, mais on pourrait en prendre d'autres et je suis sûre que lors des interactions par la suite, vous aurez d'autres exemples à nous donner. Et on finira du coup par l'idée des conflits instrumentaux qui nous amèneront progressivement à cette idée de cohérence instrumentale. Donc, sans plus attendre le premier point. Donc, on le voit au quotidien, nous avons une intégration de plus en plus forte des technologies de l'information et de la communication dans tous les domaines de notre vie, que ce soit aussi bien à la maison où les appareils sont de plus en plus connectés. On sait très bien que la domotique est en train de se développer petit à petit, qu'au travail où on est passé finalement d'une multitude d'objets au début des années 80 avec les premiers ordinateurs, ou dans certains endroits, c'était même pas encore des ordinateurs, des Minitel, des Télétextes, des choses comme ça, à actuellement des ordinateurs qui ont des applications qui nous permettent d'avoir toutes les fonctions et différents objets qui étaient auparavant disséminés, ce qui nous permet notamment aujourd'hui de nous voir et de nous entendre en visioconférence. Et puis également dans nos loisirs, nos interactions quotidiennes. Là, j'ai pris cette photo-là parce que c'est plus particulièrement des jeunes et qu'on associe souvent les jeunes à ce type d'interaction. Euh, je pense notamment même à hier où ma maman me disait que ma filleule qui a 11 ans était en train de communiquer avec une copine à elle par téléphone alors qu'elles étaient dans la même pièce. Et puis, je trouvais ça assez particulier. Donc, les moyens de communication actuels changent beaucoup les interactions. Et finalement, qu'en est-il dans l'éducation? On a souvent tendance à pointer le fait que les technologies de l'information et de la communication sont sous-utilisées en classe ou même dans d'autres modes de formation. Et on pourrait se demander pourquoi. On parle souvent d'un décalage, c'est pour ça que j'ai choisi cette photo, entre finalement une jeunesse qui serait natif du numérique et puis des enseignants qui ne le sont pas, des pratiques du coup qui ne correspondraient pas forcément aux jeunes. On peut se demander vraiment pourquoi finalement ça a plus de mal à s'implanter dans l'éducation, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est très simple toujours de dire ah oui, les enseignants ne veulent pas changer, mais ça ne nous fait pas avancer bien loin. Donc, on peut se pencher sur la question des usages sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on entend par usages sociaux? Eh bien, les usages sociaux sont définis comme des patterns d'usage individuels ou collectifs qui s'avèrent relativement stabilisés sur une période historique à l'échelle d'ensembles sociaux plus larges. C'est-à-dire que une pratique qui va se mettre en place, qui va être utilisée spontanément une fois par un individu ne va pas être considérée comme un usage social. On est vraiment dans quelque chose de plus stabilisé.
Donc, il y a eu beaucoup de recherches en sciences humaines et sociales sur les usages sociaux, particulièrement en sociologie, mais d'autres domaines comme les sciences de l'information et de la communication ou les sciences de l'éducation se sont évidemment intéressés également à cette notion d'usage. Donc, les usages sociaux ont des conceptions qui ont évolué au fil du temps. On a notamment une approche en termes de consommation qui avait d'abord émergé, où l'idée c'était l'usage finalement comme consommation. On va acheter un bien et puis finalement cela se diffuse. C'est l'idée, un nouvel objet apparaît sur le marché et petit à petit les consommateurs, même ceux qui étaient réticents au départ, finissent par l'adopter parce qu'on en a tous besoin. On le voit avec chaque technologie, le téléphone portable, au début une minorité là, et puis petit à peu près tout le monde a un téléphone portable. La seconde conception des usages a été liée à celle de l'utilisation. Donc là, on est plus dans l'idée du mode d'emploi, comment on fait pour utiliser un objet. Et puis, petit à petit, tout particulièrement dans les années 90, on en est passé à l'idée d'usages sociaux comme appropriation. On est davantage là dans une idée de maîtrise de maîtrise de l'objet ou de la technologie et de création. Donc là, je vous ai pris l'exemple de Madeleine Akrich, mais il y en a d'autres qui ont travaillé un petit peu sur ces façons de s'approprier des objets. Donc elle parle de déplacement, par exemple, lorsque l'utilisateur ou l'usager, tout en exploitant les fonctionnalités qui sont propres à l'objet, explore d'autres utilisations que celles qui sont prévues. Par exemple, on peut utiliser un sèche-cheveux pour sécher un vernis et non pas se sécher les cheveux. Elle parle d'adaptation lorsque, tout en conservant la fonction première de l'objet, là encore, l'utilisateur y introduit quelques modifications. Donc, ça peut être des modifications qui ne sont que dans l'usage, mais qui peuvent aussi parfois inspirer les fabricants à faire des adaptations. Et on a notamment l'exemple de la forme incurvée des manches de piolet qui est liée aux transformations finalement demandées par les usagers. Elle nous parle également d'extension lorsque la forme et les usages initiaux, là aussi, sont conservés, mais que certaines fonctions sont enrichies grâce à l'ajout d'éléments notamment. Donc on peut penser notamment aux poussettes pour enfants, auxquelles les fabricants ont rajouté des filets en voyant que les utilisateurs y accrochaient souvent des sacs de courses ou d'affaires pour le bébé. Et enfin, de détournement, lorsque l'utilisateur s'en sert de façon totalement différente de ce qui était prévu initialement par les fabricants. Donc l'utilisation est alors susceptible de donner naissance à une véritable innovation, si l'on peut dire. On peut penser par exemple aux bidons de pétrole ou autres qui peuvent être utilisés comme instruments de percussion, ce qui n'était évidemment pas du tout prévu initialement. Donc dans tous les cas, que ça soit du déplacement, adaptation, extension, détournement, on a affaire à une appropriation de l'objet par, certains disent un utilisateur, d'autres disent un usager, ça dépend des auteurs. Et l'idée de détournement que j'ai mis à la fin, en tant que tel, souligne quelque part l'autonomie de cet usager. Et c'est vraiment l'idée qui a suscité le plus de recherches et d'analyses dans les dernières années, à partir des années 90 tout particulièrement. Donc, ces notions d'usage sont très importantes et évidemment, si on cherche à comprendre comment se passent les usages et comment ils se transforment, on en vient également petit à petit à se demander eh bien comment se passe ou d'où viennent des non-usages. Et cette question est tout particulièrement importante et creusée dans la littérature concernant les usages des technologies de l'information et de la communication dans la société globalement lorsqu'il s'agit de recherche en sciences de l'information et de la communication ou dans l'éducation pour les recherches plus en sciences de l'éducation. Donc les non-usages, il y a différents éléments qui ont pu être amenés puisqu'on se dit que il faut pouvoir trouver des pistes d'explication. Donc on a
une première approche qui est de dire, bien, les non-usages sont liés à un contexte qui fait ressortir un manque ou des inégalités. On a tout particulièrement deux notions de fracture numérique au niveau de l'équipement. Donc on en a tous entendu parler, cette idée selon laquelle finalement c'est évident qu'il ne va pas y avoir d'usage des technologies de l'information et de la communication là où il n'y en a pas. On pense notamment à la différence entre les pays du Nord qui sont généralement mieux équipés, puis ceux du Sud qui le sont moins. Les zones urbaines qui sont généralement là aussi mieux équipées, par exemple les connexions Internet sont plus développées, même au Canada, dans un grand pays comme le nôtre, on sait très bien que des fois dans les zones rurales, il va encore y avoir des problèmes de connexion. Et puis, même à l'intérieur d'une même zone, entre des populations plus aisées qui vont pouvoir avoir différentes technologies et puis d'autres plus pauvres qui ne vont pas forcément être aussi bien équipés. Ceci étant, dans les pays euh, développés ou du Nord, peu importe comment on les appelle, très souvent le taux d'équipement est assez élevé de nos jours, les connexions sont globalement plutôt bonnes et malgré tout, il y a quand même des différences qui persistent, ce qui a amené à parler de seconde fracture numérique, cette fois-ci en se penchant plutôt sur l'idée de compétences. On remarque par exemple que les jeunes sont souvent plus à l'aise avec les technologies que les personnes plus âgées, que les personnes ayant fait des études vont davantage maîtriser les technologies que ceux qui ont une scolarité plus faible et que les personnes issus de catégories socioprofessionnelles supérieures, pareil, ont une meilleure maîtrise des technologies de l'information et de la communication que celles provenant de catégories socioprofessionnelles moins élevées. Ce sont des grandes rubriques, il y en aurait d'autres, mais cette notion finalement de fracture numérique en termes d'équipement, en termes de compétences, est intéressante et soulève quand même toujours des problèmes. On en a beaucoup parlé au début des années 2000, mais finalement, on en parle encore. Je vous ai mis une petite phrase d'un rapport de l'OCDE, donc récent, à côté, qui met en avant la nécessité de réduire les fractures numériques qui sont liées donc à l'âge, au niveau d'instruction, au sexe, au niveau de revenus, au handicap, à la géographie et qui persistent à l'intérieur des pays et entre eux. On pouvait voir aussi, me semble, en 2017, des articles dans Le Soleil ou la Presse Plus, quelque chose comme ça, qui mettaient en avant les problèmes qui étaient liés aux fractures numériques au Québec notamment, en disant que finalement ça allait poser des soucis en termes d'économie numérique, d'emploi, que la maîtrise des compétences numériques était très importante. Donc c'est un problème qui reste d'actualité, qui est présent, mais ce n'est pas le seul. À l'école, on a également l'idée de situation pédagogique. Là, pareil, ça a été mentionné plusieurs fois depuis les années 90. L'idée de dire, bien, finalement, les situations pédagogiques permettent peu d'intégration des technologies. Et bien pourquoi? Parce que on est dans une salle de classe. C'est peu flexible. Souvent, ça va être des bancs en randonnion. Souvent, il va pas y avoir de prises qui permettent de recharger des ordinateurs, par exemple. On va avoir une durée assez limitée, un cours de 50 minutes, par exemple. Donc, le temps que les élèves commencent à allumer leur ordinateur, etc. On a déjà perdu 5 minutes. Les élèves sont nombreux, on ne peut pas forcément aller les aider quand ils rencontrent un problème technique. Donc, il y a également toute cette idée de situation pédagogique qui ne serait pas forcément favorable à l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Cependant, même au-delà de tout ça, même lorsqu'on se place dans des contextes qui sont a priori favorables, c'est-à-dire où l'équipement est présent, où les salles de classe, les situations pédagogiques sont plus flexibles et le permettraient, on observe quand même qu'il y a des non-usages et on peut évidemment toujours se demander pourquoi. Donc, on peut s'intéresser à d'autres façons de voir les choses, qui est non plus en termes de contexte et de situation, mais en termes de logique. Donc, pourquoi cette notion de logique? Eh bien, on a De Certeau qui avait publié un livre sur l'invention du quotidien en 90, qui a beaucoup été repris
et qui distingue le monde de la production de celui des usages. Le second étant tout aussi créatif que le premier en raison de ce qu'il appelle des bricolages qui participent donc à cette invention du quotidien. Et le bricolage chez De Certeau est connoté assez positivement et il renvoie à une forme de rationalité ou de logique de l'usage. Donc, on peut lire dans un livre qui s'appelle Logique de l'usage, publié par Perriot, en fait, cette idée de logique d'usage, où il nous dit, c'est ce que je vous ai mis en haut à droite, les utilisations effectivement constatées sont des activités complexes, sous-tendues, sauf exception, par une logique qui combine des éléments d'ordre anthropologique, donc des représentations, des mythes, des pratiques symboliques, sociologiques, les normes sociales, la légitimation, socio-cognitif, construction de savoir, repérage, temporalité et technique, les systèmes d'information, les machines à communiquer. Donc, dans une perspective similaire, le non-usage tend à ne plus être considéré comme un manque d'usage, mais également comme une pratique contextualisée et caractérisée par des différences de comportement. L'idée est ainsi de dépasser quelque part les simples exposés qui sont relatifs au taux d'équipement, aux déclarations d'usage, pour mettre à jour des logiques de non-usage. Et de ce fait, alors que les recherches sur les usages s'intéressaient au continuum finalement entre l'innovation et l'usage, les travaux sur les non-usages se focalisent davantage sur la continuité entre les usages et les non-usages, au sens où dans les sociétés occidentales actuelles, le non-usage serait davantage un choix qu'une fatalité. Donc, il y a des différentes typologies qui existent sur les usages, les non-usages, avec des non-usages volontaires, involontaires, des individus qui n'ont jamais été usagés ou qui ont cessé d'être usagés. On pense notamment à des personnes qui utilisent Facebook à un moment donné, puis décident de ne plus l'utiliser. C'est pas parce qu'ils ne l'ont pas ou qu'ils ne savent pas l'utiliser. On pense aux fractures numériques dont on vient de parler, mais parce qu'ils ont réellement un choix rationnel derrière ce non-usage. Donc, ce non-usage vient de différentes idées. Ça peut être la pertinence. Je décide de ne pas faire un usage de telle technologie parce qu'il n'a pas de pertinence dans mon contexte, dans ma classe, dans mon contexte pédagogique. Je ne vois pas pourquoi utiliser, par exemple, des diaporamas. Cela peut être également lié à une réticence. Euh, C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a un risque à changer. Je sais par exemple que telle activité pédagogique fonctionne très bien. Les élèves apprennent de cette manière-là, avec papier-crayon. Je ne vois pas pourquoi je changerais parce que finalement, je ne suis pas sûre que leur apprentissage va être aussi bon en utilisant d'autres moyens, d'autres technologies. C'est un petit peu aussi l'idée qu'on a dans le livre que je vous ai mis en bas, là, efficacité non prouvée. C'est le désastre de l'école numérique, plaidoyer pour une école sans écran, puisque finalement, il n'y a pas forcément beaucoup d'études qui montreraient une réelle efficacité de l'usage des technologies de l'information et de la communication. Parfois, cette logique de non-usage est aussi liée à une réelle opposition à l'omniprésence des technologies, où on dénonce le fait que l'emploi de technologies de l'information et de la communication, quelque part, divertirait les élèves ou les étudiants, et finalement, on y perdrait en termes d'attention parce qu'ils vont passer d'un écran à l'autre au lieu vraiment d'être concentrés sur leur apprentissage, parce qu'ils vont peut-être moins interagir entre eux alors qu'on voudrait un travail collaboratif, parce que ils vont rester assez immobiles devant leur écran alors qu'il serait bon pour leur santé physique et mentale de bouger un peu plus, etc. Et sont souvent mentionnés les patrons des entreprises de la Silicon Valley qui envoient leurs enfants dans des écoles Waldorf, donc sans technologie de l'information et de la communication, en se disant si même eux qui sont à la base des producteurs de technologies font en sorte que leurs enfants ne les utilisent pas, ce n'est peut-être pas pour rien. Donc, pour mettre un petit peu
comment dire, de viande autour de cet os théorique, pourrait-on dire. Je vais vous parler de quelques observations. On peut se demander finalement si les approches qu'on a vues sur des non-usages liés à des contextes ou à des logiques permettraient d'expliquer toutes les situations. Donc, je vais vous proposer deux exemples, deux cas. Je pourrais les développer davantage si vous voulez des précisions un petit peu sur ces cas-là. Donc, le cas 1, c'est celui du développement du numérique en Ontario. J'ai eu l'occasion l'an dernier d'être missionnée par le ministère de l'Éducation du Québec pour mener une recherche sur le développement du numérique en Ontario. Donc, j'en ai profité pour voir un petit peu ce qui se passait. Donc, l'idée de développer la formation à distance et l'intégration des technologies est présente en Ontario depuis le début des années 2000 et c'est tout particulièrement développé à partir de 2006, moment où le ministère de l'Éducation de l'Ontario a mis en œuvre une grande enquête pour savoir quels étaient les besoins, les pratiques, etc. Et c'est à partir de ce moment-là où s'est mise en place une stratégie dite d'apprentissage électronique qui par la suite s'est appelée apprentissage assisté par la technologie et est actuellement appelée pédagogie redéfinie par la technologie. Donc l'idée est vraiment d'intégrer complètement le numérique à la pédagogie dans tout le système au niveau primaire et secondaire. Évidemment, il y a aussi au niveau supérieur avec le e-campus, mais pour cet exemple-là, je vous parle vraiment du primaire et du secondaire. Donc, il y a deux approches qui sont mises en place. Il y a l'approche apprentissage en ligne, qui est la première qui a été développée dès le début des années 2000. À la base, c'était surtout le fait qu'il y avait eu un nouveau, comment dire, de nouveaux curriculums et il fallait de nouveaux cours pour pouvoir offrir ce qui correspondait au curriculum. Donc, on s'était dit, ben, il faut développer l'apprentissage en ligne. Ça permettra d'avoir des cours qui seront diffusés sur l'ensemble du territoire. Donc, cet apprentissage en ligne se forme donc de formation à distance et également ce qu'ils appellent l'apprentissage hybride. Mais alors là, il faut faire attention en Ontario parce que dans ce contexte-là, ce qu'ils appellent apprentissage hybride n'est pas ce qu'on appelle généralement apprentissage hybride, dans la mesure où il s'agit davantage d'intégration des technologies de l'information et de l'éducation dans les pratiques en classe et non pas forcément d'un mix entre classe et distance. Donc, ils ont mis en œuvre différents moyens pour pouvoir développer le numérique. Tout d'abord, une organisation. Donc, au ministère, deux équipes ont été créées. Excusez-moi, une du côté francophone et une du côté anglophone. Finalement, les politiques, les orientations sont les mêmes, mais on voit qu'il y a vraiment deux équipes ministérielles, anglophone, francophone, et deux façons de faire assez différentes. Si vous voulez, par la suite, je pourrais vous donner plus de détails, mais là, comme ce n'est pas le point pour la présentation d'aujourd'hui. Et également une organisation en termes de création de consortiums, c'est-à-dire qu'entre les conseils scolaires anglophones, francophones, conseils scolaires publics, catholiques, ils ont créé des associations, des consortiums pour vraiment pouvoir offrir des formations en ligne. Également au niveau des ressources, donc il y a des cours en ligne qui ont été créés d'un côté anglophone, de l'autre côté francophone, et qui sont diffusés par les consortiums. Des contenus pédagogiques également qui peuvent être utilisés en classe. Et puis des technologies qui ont été déployées sur l'ensemble de la province. Le ministère a notamment fait l'acquisition d'un système de gestion de l'apprentissage, ce qu'on appelle aussi souvent LMS en anglais. En l'occurrence, il s'agit de la plateforme Brightspace de Desire to Learn qui permet d'héberger un environnement d'apprentissage virtuel, une banque de ressources électroniques de l'Ontario et une communauté d'apprentissage de l'Ontario. Et puis, il y a également différentes technologies qui sont à disposition, on va dire, des élèves et des professeurs qui sont achetés par les écoles et les conseils scolaires. Et il va souvent s'agir de Chromebooks, d'iPad, éventuellement de Winbook, selon les orientations prises au niveau des conseils scolaires. Donc, on voit qu'on a toute une palette de moyens à différents niveaux et que on n'a pas de problème ici en termes d'équipement, de fracture numérique à ce niveau-là. On a également des personnes ressources qui sont là pour former les gens, qui enlèvent normalement l'idée aussi de problèmes au niveau des compétences puisqu'il y a des soutiens
qui sont là pour former les enseignants, les conseillers pédagogiques, les directeurs et autres. Donc, j'avais mené une petite enquête où j'avais rencontré 46 personnes. J'avais fait des entretiens évidemment au niveau des ministères avec des personnes situées à Ottawa et à Toronto. Là, je ne les ai pas mis. Et puis au niveau des consortiums, mais également avec des enseignants, beaucoup d'enseignants donc situés sur différentes parties du territoire et de quelques directions d'école également. J'avais pu observer 2 cours. Bon, c'était dans une même école. Là, j'avais eu un peu plus de mal à obtenir des autorisations pour faire des observations, mais j'avais pu observer un cours de français puis un cours de sciences dans une école secondaire francophone et participer à 2 événements, Built Online Teacher Together et puis TAC 2017. C'est des événements équivalents, l'un du côté anglophone et l'autre du côté francophone, où on montre des façons finalement comment dire, des situations pédagogiques, des activités pédagogiques, des usages des technologies à l'intérieur de tout ça. C'est une façon de former les enseignants, de leur permettre d'échanger entre eux, de développer des pratiques. C'était très, très intéressant. Quelques constats sur ce que j'ai pu voir. Eh bien, on peut constater que les cours en ligne ont été développés tout d'abord de manière assez classique, c'est-à-dire des cours plutôt longs avec beaucoup de contenu et puis à la fin une évaluation. C'était assez traditionnel, si l'on peut dire. Et à partir du milieu des années 2010, les cours ont changé fortement, sont devenus beaucoup plus innovants, si l'on peut dire, du fait de l'idée de développer davantage les compétences, puisque s'est rajouté cette perspective au niveau du ministère. En 2014, ça a été de dire, eh bien finalement, on veut un apprentissage par compétences. Et donc les cours en ligne ont complètement changé dans cette optique-là. C'est-à-dire que l'élève est davantage amené à prendre une posture d'enquêteur, de chercheur, à se questionner, à avancer par mission. Et on lui donne quelque part l'évaluation dès le début et on lui propose différentes étapes pour l'amener à y répondre au fur et à mesure. Donc c'est un cheminement qui est très différent. Et ce qui a pu être observé, c'est que c'était très déstabilisant au début pour les élèves comme pour les enseignants, puisque c'était une logique complètement différente. Cependant, les cours en ligne fonctionnent très bien et c'en est au point que la demande est supérieure à l'offre de cours en ligne, aussi bien du côté anglophone que du côté francophone. Ont également été développées des ressources, donc la BREO, Banque de ressources électroniques de l'Ontario, comporte plus de 9000 ressources qui peuvent être utilisées dans les cours en classe notamment. Alors ces ressources sont variées, ça peut être des objets interactifs, des activités pour le TBI, des morceaux de cours, des évaluations, des jeux questionnaires, etc. Mais il est constaté là qu'elles sont assez peu utilisées. Et c'est ça, là, je vous ai mis l'estimation d'une personne dans un conseil scolaire anglophone qui me disait que l'environnement d'apprentissage virtuel aussi est relativement peu utilisé, un petit peu plus au secondaire qu'à l'élémentaire, mais ça n'est pas énorme. Là, c'est vraiment pas un problème d'équipement puisque tous les conseils scolaires ont accès à l'environnement d'apprentissage virtuel, ont accès aux ressources, mais finalement, manque d'usage. Donc, pourquoi ce manque d'usage? On peut déjà essayer de se demander comment les acteurs l'expliquent. Certains disent qu'il y a peu d'attrait pour l'environnement d'apprentissage virtuel parce que ça implique de rentrer un identifiant, un mot de passe et que ça fait perdre du temps. Donc, finalement, ils préfèrent ne pas l'utiliser. Ils préfèrent souvent utiliser d'autres plateformes ou d'autres outils. Ils vont nous dire, bah, de toute façon, on a l'habitude d'utiliser, je sais pas, les applications éducatives Google qui permettent de faire plein de choses, notamment en termes de travail collaboratif. Également, on voit la volonté de changement pédagogique n'est pas toujours très présente, tant de la part des enseignants que de la part des élèves.
puisque ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de la formation à distance, en disant bah là on fait des cours de façon différente, c'est très déstabilisant. Certains enseignants ont essayé également de le faire en classe, mais pareil, c'est assez déstabilisant. Vous voyez les témoignages des élèves qui étaient assez perturbés quand l'enseignant essayait d'adopter une posture par compétence. Ils se sentaient un peu perdus en disant ben là, qu'est-ce qu'on apprend? Finalement, le prof nous a pas fait cours parce que il les avait amenés à réfléchir en réalisant des activités. Et donc, eux, après, ils cherchaient, mais on apprend quoi? L'habitude tellement d'apprendre par cœur, puis d'être évalué sur un apprentissage par cœur, faisait qu'ils ne comprenaient finalement plus vraiment quoi prendre en note, quoi apprendre, comment être évalué. Et ça pose un petit peu de frein à des perspectives éventuelles de changement et d'autres façons de faire qui parfois sont plus propices à l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Donc, dans tout ça, on voit certes qu'il y a effectivement parfois des réticences au changement, mais surtout des problèmes liés à la pertinence. Pertinence, pas forcément tant des technologies de l'information et de la communication. On voit rarement des personnes qui vont nous dire, bon, euh, ça ne sert vraiment à rien, mais c'est plus particulièrement la technologie ou la ressource proposée qui ne semble pas forcément appropriée à une façon de faire, à une pédagogie mise en œuvre. Donc, on voit apparaître l'idée selon laquelle les ressources technologiques et didactiques ne sont pas forcément adaptées aux besoins pédagogiques, en tout cas en formation en classe, ce qui n'est pas le cas en formation en ligne où les cours sont vraiment conçus à la base de toute façon pour la formation en ligne. Et donc, ça expliquerait le fait qu'il y ait un décalage entre un fort développement de la formation en ligne et puis une moindre intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement en classe. Quand je dis moindre, c'est relatif, il y en a quand même, mais pour dire que l'équipement, les encouragements et tout est là, ça n'est pas si fort que ça. Le K2, formation au C2I en Picardie. Donc ça, c'est ce que j'ai pu observer dans ma vie antérieure, si je peux dire, puisque j'étais maître de conférence en France de 2008 à 2014 à l'Université de Picardie, où j'avais la responsabilité finalement de gérer le certificat informatique et Internet. C'est un certificat qui a été créé en 2002, qui est devenu obligatoire en 2008. Et puis, on a eu différents changements de référentiel, notamment en 2012. Actuellement, ils sont en train de passer à quelque chose à peu près équivalent, mais en même temps qui est différent quand même, qui s'appelle PIX. Donc, le terme de C2I est en train de tomber en désuétude petit à petit. Et donc voilà, en 2012, par exemple, le référentiel comportait 20 compétences. Auparavant, il en comportait 45. Il y avait 9 domaines. Puis en 2012, ça a été réduit à 20 compétences réparties dans 5 domaines de compétences. Donc je vous les ai affichés. Ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. C'est juste ce qui va en ressortir qui m'intéresse. Donc dans le cadre de l'Université de Picardie, ce qui avait été mis en place, c'était d'avoir une évaluation pratique grâce à 5 activités. Donc, c'était une par domaine de compétences dans le référentiel de 2012. Pour le référentiel d'avant qui comportait 9 domaines de compétences, en fait, j'avais réuni certains domaines. Il y avait déjà que 5 activités, mais parfois 2 domaines donnaient lieu à une activité. Et puis, il y a également un questionnaire à choix multiples qui permet de tester ces différents domaines de compétences de façon plus théorique. Le questionnaire à choix multiples est produit par le ministère. C'est quelque chose qui est identique pour toute la France. Les activités, par contre, c'était un choix au niveau de l'Université de Picardie et puis une création personnelle. Donc, cette formation était obligatoire pour tous les étudiants en licence, donc ici on dirait en baccalauréat. Et puis, il réalisait ça dans le cadre d'une formation hybride où il mixait donc des séances en présence, deux séances en présence au début où on leur présentait la façon de procéder au C2I, la façon d'accéder au contenu, etc. Et puis, ils réalisaient leurs activités à distance, revenaient en présence à la fin pour une petite préparation à l'épreuve théorique et le passage de l'épreuve théorique donc sous contrôle. Tout cela pour vous dire que j'ai également pu faire
des enquêtes, l'idée étant évidemment d'améliorer le dispositif année après année. Et je leur faisais dans ce cadre-là passer un questionnaire en début de formation et un questionnaire en fin de formation. Le questionnaire en début de formation permettant de voir un petit peu bien qui étaient nos étudiants, comment ils étaient équipés, comment ils se sentaient compétents, est-ce qu'ils avaient compris la façon dont ils allaient préparer le C2I, etc. Et puis le questionnaire de fin de formation, savoir eh bien comment ça s'était passé, quelles ressources ils avaient utilisées, quels avaient été les problèmes rencontrés, etc. J'avais pu également mener quelques entretiens. Donc, dans le cadre de ces enquêtes, on voyait que c'était majoritairement des étudiants entre 17 et 21 ans. Un peu plus d'étudiantes que d'étudiants répondaient au questionnaire. L'équipement en termes de technologie de l'information et de la communication était très bon. Il y avait moins de 3% qui étaient sans ordinateur ou sans connexion Internet chez eux. Évidemment, il y avait tous accès à l'université et 60% avaient même souvent 2 ordinateurs. Ils déclaraient tous, enfin 88% se servir de l'ordinateur au moins une fois par jour et généralement ils disaient être familiers, voire avoir une bonne maîtrise des technologies de l'information et de la communication. Ça c'était juste pour faire une petite présentation et pour dire que là aussi, comme en Ontario, le problème ne pouvait pas tant être une idée de fracture numérique, que ce soit au niveau de l'équipement ou des compétences. Et en ce qui concerne leur pratique de formation pour réaliser ces activités, se préparer au C2I, on voyait qu'un quart des étudiants déclaraient ne s'être servi d'aucune des ressources proposées et que 55% déclaraient avoir rencontré des difficultés. Donc, ils ont beau être bien équipés, se déclarer assez familiers, il y en a quand même plus de la moitié qui disaient ben, ça n'a pas été si facile que ça. Et cependant, même parmi eux, on voyait qu'il y avait une personne sur 5 qui rencontrait des difficultés, mais qui ne contactait pas son moniteur, c'est-à-dire l'étudiant plus avancé qui était là pour encadrer les groupes. Et un tiers n'avait pas non plus regardé les vidéos de formation. Donc, on leur avait proposé, ils avaient des cours en format PDF qui étaient ceux construits par le ministère et les mêmes notions sous forme de diaporama. J'avais également fait l'acquisition de courtes vidéos de formation en me disant ça sera peut-être plus parlant lorsqu'il s'agit de faire une démarche, de savoir sur quelle touche appuyer, quelle fonction, etc. Peut-être que visuellement ça va les aider, mais on voyait qu'un étudiant sur 3 qui est en difficulté ne va pas forcément regarder ces vidéos et la part d'usage déclarée des vidéos était très faible. Donc évidemment, ça m'avait interrogée à me dire, mais est-ce que c'était pertinent d'acheter ces ressources si finalement elles ne sont pas utilisées? Pourquoi ils ne s'en servent pas? J'avais cherché à comprendre ça. J'avais pu voir que de façon assez traditionnelle, ils utilisaient de toute façon dans tous les cours plutôt leurs cours, leurs manuels avant d'utiliser d'autres ressources. C'était un petit peu des habitudes. Ils avaient l'habitude aussi que le prof fasse cours, donc l'enseignement en présence, et c'est ce qu'ils préféraient. Donc je comprenais un petit peu tout ça. Là, je vais passer vite là-dessus pour laisser du temps d'échange. Mais toujours est-il que pourquoi ne pas utiliser certaines ressources alors qu'on a des difficultés? Leurs explications, eh bien, c'était parfois on voyait qu'il y avait une survalorisation de leurs compétences. Certains se disaient oui, de toute façon, je suis quand même suffisamment bon pour ne pas me servir des ressources. D'autres trouvaient que même s'ils avaient des difficultés, ils avaient du mal à accéder directement à ce qui pouvait les aider parmi les ressources proposées. Certains disaient on n'utilise pas le PDF parce que c'est rébarbatif, ce qu'on peut tout à fait comprendre parce qu'à l'époque c'était des gros cours de 100 pages par domaine d'activité, donc on peut comprendre l'idée que ce soit rébarbatif. Pour autant, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était beaucoup plus utilisé, beaucoup plus populaire que les vidéos qui, elles, faisaient 2 à 5 minutes et qui semblaient du coup plus courtes à consulter. Et ça s'expliquait notamment par une logique d'efficacité. Donc, par là, j'entends le rapport investissement-résultat. L'idée étant que dans un PDF, ils utilisent la fonction recherche, ils tapent le mot-clé de leur recherche et puis ils tombent directement dessus. Si ça ne fonctionne pas, ils vont le faire dans le web. Évidemment, dans la vidéo, il faut quand même avoir regardé les 3 minutes de vidéo pour peut-être trouver sa réponse. Ça leur semble plus long que d'avoir tout de suite une réponse. Par ailleurs, certains oubliaient même l'existence des vidéos parce que le lien qui menait à l'ensemble des vidéos était situé à un endroit de la plateforme et pas dans chaque domaine d'activité.
Certains avaient également déclaré aussi avoir parfois des problèmes, ne pas avoir flash ou quelque chose comme ça qui permettait de visionner la vidéo, donc des problèmes techniques. Et il y avait pour certains un manque de lien entre la vidéo et les activités. Ils ne voyaient pas forcément comment cela s'associait. D'un côté, c'est vrai qu'on a une façon de faire, une didactique particulière liée aux vidéos qui étaient achetées à un organisme extérieur, qui n'était pas forcément en lien avec les activités pédagogiques qui étaient conçues à l'intérieur de l'UPJV. Donc, ceci nous amène tout doucement à la notion de conflits instrumentaux, puisqu'on voit qu'il y a des problèmes finalement qui ne sont pas forcément au niveau des logiques d'usage ou au niveau des fractures numériques, mais bien des problèmes qui sont inhérents à l'organisation du dispositif de formation. Et donc cette notion, excusez-moi, de conflits instrumentaux, donc elle vient se nourrir de la théorie instrumentale qui repose donc sur la notion vygotskienne d'instrument psychologique par lequel le sujet contrôle et régule sa propre activité. Selon Rabardel, qui a vraiment développé cette théorie, l'instrument est une entité qui est intermédiaire quelque part entre le sujet et l'objet. Et dès lors, l'usage que le sujet en situation réserve à l'artefact, c'est-à-dire à l'objet matériel ou symbolique qui est construit et partagé par sa communauté, est appelé instrumentation. Autrement dit, dans le processus de genèse instrumentale, le sujet va construire ses schèmes d'utilisation en considérant l'artefact comme un moyen de son action. Il instrumente l'artefact et l'artefact en tant que tel se trouve donc instrumentalisé par le sujet qui, en fonction de ses fins, peut aller jusqu'à le transformer. Donc on a cette notion comment dire, de théorie instrumentale qui a pu être élargie par Pascal Marquet et Bernard Coulibaly. Ah, Alors, j'entends. peut-être juste, je fais une petite, Non, ça arrive à la fin. excellent. Donc, ça a pu être élargi. On a élargi l'idée d'artefact à la notion de situation d'enseignement-apprentissage qui comprend trois couches artefactuelles. L'artefact didactique, donc qui correspond au contenu disciplinaire, l'artefact pédagogique au scénario de présentation du contenu, à l'activité quelque part de l'enseignant en général, et l'artefact technique, donc toutes les dimensions de technologie, ce qui implique trois processus de genèse instrumentale lors de l'interaction avec le sujet. Dans cette logique-là, en fait, on nous dit pour que l'apprentissage visé ait lieu, l'utilisateur apprenant doit faire de cet artefact didactique un instrument pour lui-même, ce qui impose simultanément de faire en sorte que l'artefact pédagogique et l'artefact technique aient aussi le statut d'instrument. C'est précisément au cours de ces trois processus de genèse instrumentale que peuvent intervenir des conflits instrumentaux que nous définissons comme des interférences entre l'instrumentation et l'instrumentalisation des artefacts didactiques, pédagogiques et techniques d'une situation instrumentée. Donc, dans ce cadre-là, on voit que le non-usage serait le résultat du conflit instrumental qui est engendré par l'inadéquation des différentes couches artefactuelles. Et c'est quelque chose que nous trouvons fort intéressant et souvent peu repris, alors que ça nous paraît vraiment pertinent. Là, par exemple, si on fait un très très rapide retour sur les deux cas que je vous ai présentés, on voit effectivement qu'il y a des non-usages liés à des conflits instrumentaux qui viennent d'où? Qui viennent du fait que la conception des ressources, par exemple, est conçue de façon séparée de la logique d'encadrement pédagogique que vont mettre en place les enseignants, que l'ingénierie pédagogique, pareil, n'est pas liée à la conception technique. Par exemple, pour le C2I, on devait faire avec une plateforme qui était en place, mais qui n'était pas appropriée à la division en 5 domaines de compétences. Donc, on faisait comme on pouvait. Finalement, les étudiants ne voyaient plus le lien pour les vidéos. Également des divisions entre les cours et les évaluations. Parfois, les étudiants ne voyaient pas le lien entre les activités et les QCM. La logique de l'évaluation comme restitution
est tellement imprégné également dans la façon de penser, les habitudes d'apprentissage des élèves et des étudiants qu'ils ne comprenaient plus finalement dès qu'on change la façon de faire et qu'on veut plutôt leur faire développer des compétences. Donc tout ça, ça crée des conflits instrumentaux qui expliquent finalement une bonne partie des non-usages. D'où le titre de cette présentation aujourd'hui, pour en appeler finalement à une réflexion sur la nécessité de la cohérence instrumentale dans les pratiques enseignantes et nous rappeler qu'il convient donc d'articuler les différents domaines et pas simplement de se dire, bien, je vais utiliser telle technologie si on veut effectivement que cela puisse fonctionner. Donc voilà, j'ai fait très succinct, mais vous avez un certain nombre de références à la fin, notamment un article que j'ai publié en 2012 qui reprend un petit peu, enfin un peu beaucoup même de ce que j'ai pu dire aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, je suis toute oui. Et j'en profite également pour vous signaler que le numéro 1 de la revue Médiation et Médiatisation est paru et qu'il y a un appel à contribution pour ceux qui souhaitent publier des articles dans cette revue. Alors, un énorme, tout d'abord, là, il nous reste une dizaine de minutes. Que dire un énorme merci pour toutes ces informations-là, mais aussi les bases théoriques qui sont derrière cela. Je vais donc inviter nos participantes et participants à poser leurs questions. Et pendant que ceux-ci, justement, s'inscrivent, moi, j'avais une petite question qui était de dire, mais vous y avez répondu en partie, quelles sont justement les revues pour celles et ceux qui désirent être davantage informés ou les meilleurs bouquins, le meilleur bouquin qui serait d'intérêt à ce niveau-là. Ah, Mais je vais laisser les participantes et participants. D'accord, il y a beaucoup de revues qui sont fort intéressantes pour tout ce qui est numérique et éducation. On a évidemment la revue qui s'appelait Distance et Savoir, qui désormais s'appelle, pardon, Distance et Médiation des Savoirs, DMS. Également, au niveau canadien, on a la revue IJEDE, International Journal of E-Learning and Distance Education, qui peut publier des articles tant sur la formation à distance que parfois sur l'intégration des technologies. La revue RIPTU également, lesquelles on en a plusieurs comme ça qui sont vraiment intéressantes. RIPES aussi. Et puis, c'est ça, Médiation et Médiatisation, c'est une revue bien que je dirige, que j'ai créée, qui vient de paraître. Donc, le premier numéro est tout récent. Puis, pour le deuxième, on a un appel à proposition en cours. Et si jamais on a des enseignants qui sont en ligne, ce que je suppose être le cas dans le cadre du CRIPPE, on pense à eux puisqu'il y a vraiment toute une rubrique qui est pour les praticiens. Donc, l'idée est de vous permettre également d'échanger vos pratiques, de témoigner de ce que vous faites. Il n'y a pas seulement des articles scientifiques, on veut vraiment essayer de permettre l'échange entre tous et on s'adresse également aux étudiants qui font des essais, des mémoires, etc. et puis qui souhaitent, suite à ça, faire profiter tout le monde de leur travail en le synthétisant sous forme d'articles. Ils peuvent également proposer ça, des différentes rubriques permettent à tout le monde de participer. La revue qui... Bonjour Madame Papy. Bonjour. Écoutez, une des problématiques que je constate aussi, c'est à la base, il y a une problématique de formation des enseignants. Et moi, ça fait à peu près 15 ans que je suis dans le domaine de l'enseignement et où j'ai une formation d'une maîtrise en informatique, donc j'utilise beaucoup les systèmes d'information dans mes enseignements. Et je me suis aperçu que souvent les enseignants n'ont pas la formation nécessaire afin de bien gérer l'utilisation des systèmes informatiques, autant que ce soit de la tablette, des téléphones ou des ordinateurs, dans leur formation. Et je suis retourné faire un bac il y a quelques années et je me suis aperçu que même la formation universitaire était hyper problématique concernant l'utilisation des technologies. Quand un enseignant donne une formation à des futurs enseignants et qu'il ne sait même pas utiliser son ordinateur ou les TBI ou quoi que ce soit, je trouve que déjà,
on part déjà perdant dans cette espèce d'intégration-là des technologies dans le milieu scolaire. Donc, les jeunes arrivent sur le marché du travail, se réfèrent à leurs notes, au système qui se sent le plus à l'aise et donc aussi des fois le plus sécure. Et d'insérer des fois des technologies, je trouve que ça reste toujours difficile. Je pense qu'il faudrait peut-être commencer à réfléchir aussi, comme professionnel, à repenser la formation universitaire et à dire aux jeunes, commencer dorénavant à utiliser la technologie. Et ça, c'est un des éléments. Et je me suis aperçu aussi que depuis 2003, on a coupé euh, les cours d'informatique aux jeunes et j'ai pu constater dans les 15 dernières années que les jeunes sont de moins en moins confortables avec l'utilisation de toute la technologie. Et je me souviens, les premières années que je commençais en enseignement, je donnais justement un cours d'informatique. Les jeunes étaient très à l'aise avec Word, Excel, PowerPoint, ça allait super bien. Je me permettais même des fois de leur faire de la programmation. Aujourd'hui, j'essaie seulement de leur faire utiliser des outils comme OneDrive ou des fois juste de m'envoyer un courriel. Puis ils me disent souvent, est-ce qu'on pourrait vous l'envoyer par texto personnel, monsieur? Je ne sais pas c'est quoi un courriel, je ne sais pas comment l'utiliser. Donc, je trouve que c'est autant des fois, je pense qu'il y a un noyau du milieu qui veut vraiment pousser de l'avant, mais en même temps, le boulet qu'on doit traîner est extrêmement lourd. Je pense qu'il faut repenser un peu la structure au complet. Qu'en pensez-vous? Ah, vous avez tout à fait raison. Là, je ne l'ai pas mentionné. Ça a souvent été mentionné dans les écrits, dans les références que je vous ai mis. Par exemple, les travaux de Baron, Bruyère, etc. mettent évidemment en avant tout ce problème de la formation des enseignants qui est énorme. Donc, vous avez tout à fait raison. Pour reprendre ce qui se passe en Ontario, ça a été vu également, mais simplement pareil, ils ont mis du temps à se rendre compte que peut-être il fallait repenser la formation des enseignants. Et quand je menais mon enquête l'an dernier, c'est seulement là où l'ordre des enseignants commençait à se dire oui, il faut revoir le mode de préparation des enseignants à l'enseignement en intégrant les technologies, etc. Il n'y avait pas pensé avant, alors que la stratégie en place depuis un moment, et ça explique effectivement une bonne partie des non-usages, alors que ceux qui enseignent en ligne sont obligés d'utiliser ce qui est en ligne, ils n'ont pas le choix, mais en classe, ils ont clairement le choix. En France, pour reprendre le cas du certificat informatique et Internet, ça a été quand même prévu petit à petit, puisque les étudiants sont obligés de préparer leur certificat informatique et Internet au niveau donc licence ou baccalauréat ici. Et après, quand ils sont au niveau du master en enseignement, ils ont un certificat informatique et Internet niveau 2 spécialisé pour les enseignants pour normalement les préparer. Ceci étant, on a quand même souvent le défaut de préparer de façon bien théorique et dans des contextes d'activités spécifiques, mais de manquer après d'accompagnement en salle de classe qui permettent réellement un meilleur développement des pratiques. Donc, je ne peux qu'abonder dans votre sens de la nécessité de former les enseignants qui reste toujours très, très présente. Et concernant les étudiants, en effet, et puis ça, je m'en apercevais très bien quand j'étais à l'université de Picardie avec les résultats qu'on avait au certificat informatique et Internet. On avait des étudiants qui nous déclaraient là dans le premier questionnaire, oh oui, je suis familier des technologies, je me sens à l'aise. Et quand on avait les résultats des activités, finalement, moins de la moitié des étudiants obtenaient leur certificat informatique et Internet, alors même qu'ils avaient des ressources pour les y préparer aussi bien en termes de cours, d'accès à des moniteurs, etc. Donc, on voyait qu'ils étaient loin d'être si à l'aise que ça. Oui, ils sont à l'aise pour aller sur les réseaux sociaux, mais dès qu'il s'agit effectivement d'utiliser de façon pertinente un tableur, de faire une recherche documentaire efficace, c'est tout autre chose, ce qui montre qu'il est toujours nécessaire effectivement de former nos étudiants, nos élèves et qu'on ne peut pas partir du présupposé que ce sont, comme le disaient certains, des natifs du numérique. Ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut juste dire qu'ils vont pas avoir peur de commencer à bidouiller sur un objet technologique, oui, mais pour autant l'utiliser de façon efficace, c'est pas ça.
Alors, il semblerait, merci pour cette réponse, il semblerait qu'actuellement, il n'y a pas d'autres questions de la part des participants. Alors, moi, comme il nous reste un... excusez-moi, j'avais une question à vous poser, Madame Paty. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui. La question que j'avais, justement, ça fait lien avec votre présentation. Vous parlez de cohérence dans les choix qui sont faits de la part des enseignants dans l'utilisation des diverses plateformes ou des divers outils technologiques. Mais ma question est la suivante, là, les commissions scolaires, les établissements font des choix. Ils vont aller se diriger, mettons, vers la compagnie Apple ou des fois la compagnie Google pour récupérer des appareils, ce qui fait en sorte que, ben, si l'enseignant, lui, a l'habitude d'utiliser, par exemple, un Apple, puis qu'on s'est dirigé vers Google, ben ça l'amène à se reformer à l'utilisation, parce que c'est pas même si c'est des utilisations qui sont similaires, c'est pas toujours les mêmes outils qui sont utilisés. Même chose pour l'élève. Les élèves, moi j'enseigne au collégial, mes étudiants, ils ont des téléphones Samsung, des tablettes, des ordinateurs portables. Donc, est-ce que la cohérence, elle passe par l'appareil ou elle passe plutôt par le LMS que l'établissement doit mettre en place? Puis à ce moment-là, on s'entend que, mettons, on applique Moodle ou on applique Brightside ou Blackboard, puis qu'à ce moment-là, c'est là-dessus qu'on doit être cohérent et non pas sur le type d'appareil choisi. C'est sur un ensemble. En fait, quand je parlais de cohérence, c'est pas par, comment dire, je pointais pas spécialement les enseignants, mais plus le fait que justement, on va leur proposer parfois des technologies, que ce soit en termes de système d'exploitation, que ce soit au niveau des objets en tant que tels, iPad ou autres, qui ne sont pas forcément adaptés à leur pédagogie. Puis on se dit après, ils les utilisent pas, oui, mais pourquoi feraient-ils l'effort, eux, d'adapter leur pédagogie à l'outil? L'objectif, c'est l'apprentissage de l'élève. On est bien d'accord. C'est pas l'utilisation de l'objet. Donc c'était plutôt de voir au niveau global, parce qu'on a souvent des politiques d'équipement. On l'a très bien vu avec les TBI. On équipe toutes les écoles en TBI, puis après, ah oui, mais pour autant, il n'y a pas de nouveauté pédagogique. Oui, mais pourquoi il y en aurait quelque part? C'est un petit peu ça aussi. L'idée, c'est de dire, et si on veut réellement qu'il y ait euh, un changement au niveau technopédagogique, une intégration d'éthique qui soit profitable, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à en mettre en œuvre si ça ne favorise pas l'apprentissage, comment faire pour que ce soit cohérent? Et je pense que là, les questions se posent certes au niveau des enseignants, mais aussi beaucoup au-delà, le pourquoi la commission scolaire va utiliser finalement, va promouvoir finalement telle entreprise ou telle technologie. Si ce n'est pas ce qu'utilisent les enseignants, il est évident qu'ils risquent fortement de laisser ça de côté. Donc, dans le fond, ce que vous dites, c'est que c'est peut-être la décision doit se prendre peut-être un petit peu plus haut, à essayer d'être le plus cohérent avec les besoins des enseignants et pas nécessairement avec une politique d'équipement de la commission scolaire. Exactement. C'est vraiment mon avis qu'il manque souvent de concertation entre les différents échelons, et puis après on s'étonne qu'on dépense des millions et que les choses ne changent pas. Mais il n'y a pas de raison que ça change comme par miracle si si on ne se concerte pas, si on ne fait pas remonter quels sont réellement les besoins des enseignants. Est-ce qu'ils ont besoin de développer telle sorte d'activité pédagogique, et qu'on va chercher quel outil peut les aider, leur montrer la façon de l'utiliser dans un cadre pédagogique, etc. Là, on peut avoir du changement. Mais lorsqu'on part de on vous équipe et puis débrouillez-vous, ça n'a jamais fonctionné. Là, on peut repartir du plan en 85, informatique pour tous en France. Il y a eu des ordinateurs dans les écoles, oui. C'est souvent comme ça. Et au bout d'un moment, les technologies sont désuètes, dépassées, et puis rien ne s'est passé, sauf pour quelques enseignants qui vont avoir une certaine appétence. Et ils se disent, tiens, je vais essayer de voir si je peux faire de nouvelles choses, mais ça reste minoritaire. Voilà, ouais. Merci à vous. Alors, comme il est dépassé un petit peu 13 heures et que c'était notre but ultime, je vous le redis, énorme merci à vous pour ce partage-là. Je sais que, puis merci pour ce PowerPoint-là également et les informations. Je dirais un grand merci aussi à nos participants
et en vous souhaitant à tout le monde une bonne poursuite de mercredi après-midi.